Bon, on a vu que ce conflit a fait beaucoup de mal à l'endurance. Maintenant, voyons voir comment ça se termine. On a vu lors des deux premiers épisodes que la FOCA et la FISA, respectivement représentées par Ecclestone et Balestre, ont tué le groupe C et fait de l'endurance la Formule 1 bis. Ce qui a fait que plusieurs constructeurs et privés se sont retirés face au coût stratosphérique de cette nouvelle formule. L'endurance commençait à faire de l'ombre à la Formule 1, alors Ecclestone et Balestre s'en sont occupés. Résultat, les 24 heures du Mans et l'endurance est en crise totale. Avant de commencer ce troisième et dernier épisode de cette mini-série, avec Alex, on tient à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à ces deux premiers épisodes. Vraiment, on a travaillé beaucoup parce que vous avez vu que c'était un sujet vraiment complexe et vos retours font vraiment très plaisir. Aussi, on vous conseille, on vous oblige à aller voir les articles de Laurent Chauveau, 86 400, qui parlent vraiment en détail de toute cette affaire, quoi, de 88 à 93, de tout ce bordel. Donc allez les voir, les liens sont en description, ainsi que le lien de la chaîne YouTube qui vient de lancer. Bref, le troisième et dernier épisode du scandale des 24 heures du Mans, c'est parti! Les constructeurs mettent au point les voitures Sport 3,5 litres pour le championnat 91, mais ces dernières sont vraiment très compliquées à mettre au point. La fiabilité est délicate, en même temps ce sont des moteurs de Formule 1 pour l'endurance. Chez Sauber Mercedes, on renonce à engager uniquement les nouvelles C291 qui ne sont pas encore prêtes. Le duo expérimenté de Schlesser et Mass rouleront donc avec la C11. La groupe s'est bridée pour ne pas faire de l'ombre à la nouvelle génération. En parallèle, les jeunes pilotes Mercedes que sont Michael Schumacher et Karl Wendlinger termineront le rodage de la nouvelle C291 Sport 3,5 litres. Quand on a les moyens, on peut se le permettre. Le problème, c'est qu'il y en a très peu qui peuvent se le permettre. De 36 voitures inscrites au championnat du monde 89, on passe à 18 voitures pour 91. Vous le sentez, le désastre? Surtout que dans les 18 voitures, il n'y en a que 7 qui sont des Sport 3,5 litres. Le reste sont des anciennes générations. Ça en dit long sur les coûts. Parmi elles, on a deux Jaguar, deux Peugeot. Ils voulaient le règlement, ils l'ont eu. Une Mercedes comme on vient de voir, ainsi qu'une Spice qui devait s'allier à Lamborghini qui a finalement fait marche arrière et abandonné le projet. Du coup, la voiture est entre les mains d'un team privé et enfin une ALD Ford dont les budgets sont plus que serrés. Je rappelle que les 10 premières places sur la grille sont réservées au Sport 3,5 litres, la catégorie C1. Les C2 partent obligatoirement derrière, quel qu'en soit le chrono, c'est arbitraire. Et croyez bien que ça a gueulé. Parmi les teams privés qui sont partis, il y a un gros poisson en la personne de Jost, Reinhold Jost. Il le dit, les coûts sont énormes et les retombées ne sont que trop faibles. Il n'oublie pas de rappeler que les tribunes sont vides, personne n'est dupe. L'endurance est un piège pour que les constructeurs aillent en F1. Après avoir repoussé l'idée de faire 430 km de course pour plutôt faire 2h30, c'est finalement les 430 km qui sont choisis. Le début de saison est un désastre. Les télés ne sont pas là et les tribunes sont vides. C'est dommage car les sadiques auraient pu voir de leurs yeux le ridicule de la nouvelle réglementation. Toutes les Sport 3,5 litres abandonnent sauf une Spice et une 905 qui va au bout et remporte la première course à Suzuka. Pour ce qui est des C2, donc les groupes C, c'est triste à voir. La Sauber qui a dominé en 90 se retrouve complètement larguée à plus de 3 secondes au tour. La course suivante devait être au Paul Ricard, mais finalement cette course a été annulée. Et ça n'a pas plu à Jean Todt. Et la FISA va en organiser une à Manicourt. C'est dire l'importance de Jean Todt. Bref, en gros, les Jaguars dominent, les C291 ne sont pas fiables et les Peugeot ont du mal. Mais globalement, la fiabilité s'améliore au fil de la saison, même si les abandons pour problèmes de fiabilité sont encore nombreux. Les 24 heures du Mans 1991 voient l'arrivée de nouveaux stands, un nouveau paddock, voilà, tout ça c'est beau. Mais on voit aussi la liste d'engagés se réduire à 38 voitures. Et maintenant on va voir ce que vont faire les Sport 3,5 litres. Sauber sait déjà que les C291 ne tiendront pas 24 heures et engage donc 3 C11. Chez Jaguar, on met une XJR14 sans trop compter dessus, et on se rabat sur les anciennes XJR12. Côté Peugeot, on réduit les tours minutes, mais en réalité, le but est de continuer le développement de la 905, surtout pas de finir la course. Le ridicule ne s'arrête pas là parce que Peugeot débarque avec un melon incroyable, une garde présidentielle dans le paddock. D'après Laurent Chauveau qui les a vus, maître chien et tout. Ambiance de dingue.
Bon alors, le problème avec Jaguar et Sauber qui engagent des voitures ancienne génération, des groupes C, eh bien pour ne pas se prendre les 250 000 $ d'amende, pour ne pas avoir participé au championnat, avec les voitures du championnat, ils engagent malgré tout les Sport 3,5 litres. Et s'assurent de ne surtout pas se qualifier. Cuts Pointer réalise un tour en 6 minutes 55. Comme ça, elle n'est pas qualifiée et pas d'amende. Au final, c'est la séance de Schlesser qui signe la pole position. Et vu que c'est une groupe C, elle ne part que 11ème, derrière la Spice numéro 44 de Sheldon Ricketts Lesseps, qui a signé un chrono 30 secondes plus lent. Vu que les 10 premières places sur la grille sont réservées au Sport 3,5 litres. Non mais c'est consternant. Les Peugeot 905 font le show au début, mais à la tombée de la nuit, comme prévu, les rideaux sont baissés. Sur le long circuit de la Sarthe, les groupes C ont l'avantage et au milieu de tout ce ridicule, une bataille intéressante donne du spectacle. Sauber Mercedes contre Jaguar et les Mazda 787B à moteur rotatif Wankel. Mais les Sauber ne sont pas fiables et abandonnent. Les Jaguars, qu'on pensait plus rapides, se révèlent être très prudentes sur la consommation, ce qui permet à la Mazda de la prendre en tête. Elle qui devait être alourdie de 50 kg, qui finalement ne l'a pas été. Ce qui est un avantage quand on sait que les groupes C se prennent 100 kg dans l'os. La Mazda 787B de Herbert Weidler-Gachot s'offre alors une victoire historique, la première voiture japonaise à triompher dans la Sarthe. L'histoire de cette voiture à moteur rotatif victorieuse prendra le pas sur le ridicule de la course au fil du temps, mais à l'époque, on se demandait ce qu'allaient devenir les 24 heures du Mans. Peugeot débarque avec une 905 évoluée après Le Mans qui répond parfaitement à la Jaguar XJR14 qui, je le rappelle, était designée par Ross Brown. De plus, Sauber Mercedes obtient enfin des résultats plus positifs avec la C291 à moteur V12. Naturellement, on pense que la catégorie va peut-être être sauvée par de la concurrence au sommet. Mais l'avenir de Jaguar et Mercedes en endurance est sacrément compromis. Mercedes va se lancer en Formule 1 en tant que motoriste, ce qu'Ecclestone voulait avec les 3,5 litres. Jaguar dépendent quant à eux de Tom Walkinshaw Racing, qui s'intéresse de plus en plus à la F1. Donc le plateau s'affaiblit encore plus. Le ridicule ne s'arrête pas là parce que les deux courses suivantes à Jerez et au Canada sont annulées. Ce sont donc 2 occasions de moins pour attraper Jaguar au championnat. Ce qui dégoûte Mercedes. On pouvait se dire que l'arrivée de privés comme Brun pouvait un petit peu sauver la catégorie avec plus de concurrence, mais ces autos sont tellement chères et complexes à mettre au point que de petits privés ne pourraient jamais rivaliser avec les grands constructeurs. À part faire de la figuration, voilà, ils n'allaient pas pouvoir faire grand chose de plus. Alors, la FISA adapte certaines règles. Enfin, peut-être de bonnes actions. Oui, avec un poids minimal abaissé pour les privés et un nombre de tours minutes limité pour endiguer l'envolée des coûts d'entretien et d'exploitation. Le calendrier de 92 compte 10 courses, dont 6 en Europe, et ce sont ces dernières qui sont obligatoires. Mais cette bonne volonté arrive un peu tard. Jaguar et Mercedes se retirent, et les groupes C sont encore plus affaiblis. Peugeot apparaît donc comme les favoris, eux qui soutenaient à fond la formule, ont déjà le format de course qu'ils voulaient, le règlement technique qu'ils voulaient, et devant la fuite des autres constructeurs, la victoire au Mans devient de plus en plus probable. En effet, fin 91, seul Peugeot est certain de concourir en 92 dans la catégorie Sport 3,5 litres. Dernière information pour cette saison 91, Jean-Marie Balestre quitte ses fonctions à la tête de la FIA et c'est Max Mosley qui prend sa place. Oui. Ah. Bon. Information de dernière minute, on est le 11 novembre 1991 avec de super téléphones portables et Mosley et Ecclestone annoncent que le championnat du monde 92 est annulé. C'est un véritable coup de théâtre, après tout ce qu'on vient de vous citer qui ont été annoncés juste avant. Vous ne comprenez rien, mais c'est totalement normal. Personne n'avait compris à l'époque. Sauf certains. Pescarolo disait à l'époque « Le championnat du monde de voitures de sport ne sert qu'à piéger les constructeurs pour les emmener vers la F1. Je le vois dans les faits. » En novembre 92, une réunion se tient à Londres entre la FISA et les constructeurs du championnat du monde d'endurance. Tout le monde y est, sauf Jean Todt, qui n'a pas pu être là à cause d'une grève des transports, soi-disant. Mais bon, Yves Courage, lui, il a réussi à venir. Peugeot se retrouve bien embarrassé. Ils ont soutenu l'avènement du championnat, du règlement technique, mais se retrouvent maintenant seuls, sans aucun adversaire. Malgré les magouilles exposées précédemment et le dépeçage du plateau et donc du championnat, la mascarade a déjà coûté bien trop cher et même ceux qui ont soutenu le projet commencent à avoir un peu peur pour leur portefeuille. Peugeot fait alors mine de trouver des solutions et après s'être concerté avec différents concurrents, ils annoncent une liste de 20 engagés pour le championnat du monde. C'est très peu.
Le truc, c'est que Jean Todt et les autres constructeurs ne veulent pas voir les vieilles groupes C leur passer devant comme en 91. Cette fois-ci, ils devront être sacrément bridés pour ne plus faire d'ombre au Sport 3 litres 5. En plus, devant leur fiabilité désastreuse sur 24 heures, on envisage de changer de moteur en course, se remettre en cause le principe même de l'endurance et même du sport automobile. Et alors que le 11 novembre, la FIA avait enterré le championnat du monde 92, Max Mosley annonce le 10 décembre que celui-ci va finalement se tenir, avec Peugeot, Mazda et Toyota comme constructeurs. Alors que Peugeot avait annoncé 20 voitures sur la grille de départ, on se rend compte que plusieurs projets ne voient jamais le jour. Moins de 20 voitures pour le championnat, qu'est-ce qui va se passer au Mans ? C'est l'angoisse. Les groupes C seraient alors de nouveau autorisés pour la course, mais dans des conditions lamentables de performance. Toujours éviter de battre les Sport 3 litres 5. Et Porsche n'apprécie pas du tout. Attendez, on n'est pas encore assez profond dans le ridicule. La FISA demande aux constructeurs qui sont présents de payer les amendes de ceux qui n'ont pas pu venir. Et le pire, c'est que ça se fait. Bon, ils n'ont pas dit oui avec plaisir, hein. Au début ils ont dit non, mais après ils ont dit oui. Pourquoi accepter un tel racket ? Tout simplement parce qu'un grand constructeur a des voitures à vendre, et à l'époque, ces derniers estimaient que ce championnat garantissait une partie de leur image auprès des automobilistes, et donc des potentiels acheteurs. L'ACO, les organisateurs des 24 heures du Mans, s'inquiètent alors pour la 60e édition de leur course. Ils demandent alors à ce que les brides infligées au groupe C soient un petit peu baissées. Peugeot refuse en bloc, ils veulent absolument gagner, ils ne veulent prendre aucun risque. L'esprit sportif se meurt. Jaguar annonce officiellement sa non-participation après 6 années à offrir le spectacle. Il faut alors trouver des solutions. Des prototypes de championnats nationaux sont donc acceptés comme les 905 Spider. Les conditions de licence sont revues à la baisse, un gros nivellement par le bas. Lors de la première manche à Monza, seules 12 voitures sont présentes sur les 20 annoncées et seules 3 d'entre elles franchiront la ligne d'arrivée. L'endurance est au plus bas. Puis à Silverstone, ils ne sont plus que 11 au départ. Mais pas d'inquiétude, on annonce 44 voitures pour les 24 heures du Mans. C'est beau. Trop beau pour être vrai. On vous passe les détails, mais en gros il y avait quand même pas mal d'emplois fictifs dans l'air. Non, en réalité ils seront 28. Ils étaient plus de 50 avant cette mascarade. La fréquentation des 24 heures du Mans est alors en chute libre. 30% de spectateurs en moins, malgré la présence d'un constructeur français. Peugeot devra se méfier des Toyota dans cette édition, ainsi que des Mazda très performantes sous la pluie, beaucoup moins sur le sec. Après s'être assuré de ne plus avoir de groupe C dans les parages, Peugeot lève enfin les bras sur la première victoire au Mans avec Warwick, Dalmas et Blundell. On n'en espérait rien de cette édition qui s'annonçait morose, mais la pluie donnait à la course un scénario plus intéressant qu'attendu. Espérons qu'après cet orage qui s'abat sur l'endurance, le beau temps reviendra éclaircir un petit peu cette catégorie qui autrefois était si spectaculaire et authentique. Voyant progressivement leur course être affaiblie par les agissements de la FOCA et de la FISA, l'ACO se défait totalement de la fédération internationale. Il n'y a plus de voitures et quasiment plus de constructeurs, et la diffusion télé est plus que médiocre. Autrement dit, deux engagements qui n'ont pas été tenus par la FOCA et la FISA. L'ACO prend alors les devants et annonce un nouveau règlement pour 93, retour des groupes C, et rappel des GT qui viendront garnir la grille de départ, mais en conservant un an de plus les Sport 3 litres 5. Sport 3 litres 5 qui termine son championnat 92 de manière très triste. Entre retrait d'équipe et désertion des grilles, Peugeot remporte le championnat du monde. Ils ont même présenté la 905 Evo de Supercopter, mais cette dernière ne roulera pas, car personne ne veut reprendre le championnat pour 93. L'ACO gagne son procès face à la FISA, mais ne reçoit qu'une partie des montants réclamés. Et en plus de ne pas payer la totalité de la somme due, la FISA se venge de l'ACO en retirant la manche de F3000 du circuit Bugatti. Oui, on est sur des méthodes vraiment mafieuses. Pour vous donner une énième idée du massacre, après un début de saison 92 au plateau famélique, la manche de Manicourt ne verra que 8 voitures au départ. Oui, seulement 8 voitures au départ, dont 3 905. Vous ne rêvez pas. Il est temps d'arrêter le carnage et vite. « 1993 sera la dernière édition des Sport 3 litres 5. Cette catégorie, voulue par Ecclestone et Balestre qui avaient peur de l'aura grandissante des groupes C. Une formule qui, après plusieurs années galères, s'annonçait plutôt excitante. La FOCA et la FISA ont tout détruit. Ils ont atteint l'esprit de l'endurance et ont détruit ce championnat du monde en le plaçant au standard de la Formule 1. Deux mondes incompatibles.
Peugeot voyant ces règlements totalement loufoques une opportunité de briller et de remporter les 24 heures du Mans et un titre de champion du monde. Si ça manque clairement de sportivité, ils y sont parvenus, et aujourd'hui on se rappelle des mythiques 905 et de leur bruit de Formule 1. Des voitures technologiquement incroyables mais qui symbolisent une époque où l'endurance a failli disparaître. Peugeot domine l'édition de 1993, et comme Henri Pescarolo l'avait prédit 2 années auparavant, quitte les grilles de l'endurance tout juste après avoir gagné. Le Sport 3 litres 5 n'est plus, il ne reste plus rien, c'est la terre brûlée, tout est à refaire. L'hypothèse subjective qui m'habite après l'étude de cette période folle, c'est que tout, absolument tout a été fait pour faire en sorte que jamais une autre discipline ne fasse de l'ombre à la sacro-sainte F1 et du tas de pognon qu'elle permet de gagner à ses quelques dirigeants, dont Ecclestone bien sûr. L'endurance et les 24 heures du Mans auront bien du mal à s'en remettre, mais ce chaos volontaire verra à partir de 95 et surtout 97 une nouvelle ère bénie, qui hélas n'aura pas duré. Finalement, ils n'ont peut-être pas tout détruit. Les GT prendront le pouvoir sur les protos, et après quelques années à se chercher une nouvelle identité, les 24 heures du Mans et l'endurance trouveront la formule qui permettra à cette catégorie de nous offrir quelques-unes des courses les plus mémorables. C'est à partir de cette époque que les GT ont vraiment repris une place d'importance sur la grille, même si le règne d'Audi à partir des années 2000 a fortement contrasté avec les éditions allant de 95 à 99. Mesdames et messieurs, on espère sincèrement que cette mini-série pour laquelle on s'est vraiment arraché avec Alex vous aura plu. On le sait, cet épisode est un peu plus complexe que ce qu'on vous a présenté précédemment. Il faut bien comprendre que le sport automobile peut vivre différentes crises au travers des règlements, des forces en présence, des rapports de force et des jeux financiers qui s'installent entre les différents protagonistes, entre les fédérations, les constructeurs et les différents dirigeants. Cette période n'est pas très connue du grand public. Et bien que les 905 fassent rêver, aussi bien que les Toyota TS010 ou les Mercedes C291, il faut voir un peu ces voitures comme le fruit défendu. Certes, elles sont mythiques, elles sont magnifiques, elles font un bruit dingue, mais elles sont emblématiques d'une époque de tous les excès qui a failli coûter la vie aux 24 heures du Mans. On vous invite donc grandement à nous rejoindre dans un live où on répondra à toutes vos questions par rapport à cette époque folle. On sait que c'est relativement compliqué, qu'il y a beaucoup de points de détail, d'événements qui se sont passés. On essaiera d'y répondre avec grand plaisir et faire le lien avec l'époque d'aujourd'hui. Et pour toute autre question en rapport avec l'endurance. Rendez-vous donc ce soir, le soir de la sortie de cette vidéo en live sur YouTube. Et oui, on va faire ça en grand. Du coup, pour répondre à toutes vos questions, préparez-les, venez passer un petit moment avec nous la veille du départ de la 90e édition des 24 heures du Mans. Si cette vidéo vous a plu, et plus généralement, si cette mini-série vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à activer la petite cloche. Vraiment, partagez cette mini-série. Ça fait vraiment très plaisir. Voilà, 5 gestes très importants. Allez voir aussi les articles et la chaîne de Laurent Chevaux, Le Mans par 86 400 ou les articles 86 400 tout simplement. Et quant à nous, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux. Enfin, que je dis à nous, mais en soi, Alex, il a rien à promouvoir. Donc voilà, quant à moi. Instagram, Facebook, Discord, Twitch et la piste. Tous les liens en description. Voilà, allez-y, on se retrouve là-bas, ou encore un petit peu plus tard sur YouTube. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les 24 heures du Mans. À la prochaine. Ça fait toujours quelque chose hein, quand une série s'arrête. Alors les mini-séries, les triptyques, c'est pas la première fois, hein, mais voilà. Ça fait toujours quelque chose quand une série s'arrête. Parce que là, on était vraiment à fond dedans. Mais maintenant... il ne nous reste plus qu'à profiter des 24 heures du Mans. Voilà. Allez, des bisous.